Julien, bonjour. Élie, bonjour. 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 Alors, on avait commencé. On a commencé donc jeudi, vendredi, Parashat Shlach Lecha, donc dans Bamidbar, chapitre Yud Gimel. Et nous allons faire le verset Gimel que monsieur Antoine Lévy va se faire un plaisir de nous dire, de nous traduire, de nous expliquer. Avec joie. Donc, verset Gimel. Vaishlach otam, Moshe mimidbar, Paran alpi Hashem, Kulam anashim, Raché bene Israël, El Ema. Traduction simultanée. Alors, Vaishlach. Donc, Ishlach, on a vu que c'était envoyé. Oui. Donc, Vaishlach, on a le verbe conversé. Donc, on a une forme future qui devient passée. Il y a des complications. Il y a du bruit, là, ça va. Oui, oui, continue, vas-y. Oui, bonjour. Oui, vas-y. Donc, il envoya Otam. Donc, alors, Ishlar. Oui, Ishlar, donc c'est une forme future. Il enverra. Il enverra. Qui devient il envoya. Une seconde, on a déjà vu ça moult fois, mais comme il y a des gens qui viennent nous voir, disons, relativement récents, par exemple, notre ami John Levy, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors regarde, Vaishlar, le mot Vaishlar, Shlar, ça veut dire envoyer. Shin Lamed traite, ça veut dire envoyer, comme Shaliar Tzibour, n'est-ce pas? Ishlar, ça veut dire il enverra. Et avec le Vav avant, ça veut dire il a envoyé, c'est au passé. Ishlar, il enverra. Vaishlar, il a envoyé. Alors je repasse le micro à Antoine. Donc il a envoyé. Otam, donc eux. Oui. Il les a envoyés. Moshe, donc là on parle de Moshe. Moshe les a envoyés. Mimidbar. Moshe, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Moshe? Alors c'est les mêmes lettres que Hachem. Que Hachem. Mais ça veut dire quoi, Moshe? Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais jamais repéré ça. En verlan, tiens, Exactement. Ah oui, ça veut dire on en apprend tous les jours, ça s'appelle. D'accord. Oui, et à part ça, ça veut dire quoi, Moshe? Qu'on a sorti des eaux, bien sûr. Oui, alors, certes, mais c'est intéressant parce que il a été appelé Moshe, Kiminaim Meshitiou, car de l'eau je l'ai retiré, n'est-ce pas? Oui. Mais Moshe veut dire retirer. Moshe, c'est retirer. Il y a une anomalie quand même, parce que tu l'as très bien dit, que Moshe, Kiminaïm Moshitiu, car de l'eau je l'ai retiré. Mais le mot Moshe, c'est le verbe actif et pas au passif. Ah, ok. Hein? Moshe veut dire retirer. Bonjour Dan, mais je croyais qu'il était allé au Turbin là. Non, je suis désolé, mais c'est un peu compliqué cette heure pour moi. Mais voilà, j'avais d'autres trucs. Okay. Désolé. Tout à ton honneur. Ah, mais alors, Moshe, ça veut dire retirer. Avec un verbe, ça s'écrit oui, en écriture. Là, c'est pareil. Il y a un cholam, c'est pareil que oui. Un verbe, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, c'est la forme active. Donc, c'est une anomalie. Regardez, messieurs, dames. Est-ce que nous sommes en empathie commune sur cette anomalie? Oui. Est-ce que là,
vous êtes au bord de l'apoplexie même, dirais-je. Une apoplexie matinale. Après les tartines beurrées. Qui sortent du toaster. C'est dur. Hein Julien, est-ce que tu as un petit souffle au cœur là? Je parle mental, quoi. Maladie d'amour. Voyez-vous le problème? Il est retiré. En fait, on nous enseigne qu'il est retiré des eaux et en fait, c'est lui qui retire. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ah oui. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais bien que le verset dise, il est appelé Moshe, Kiminamaïm Shitiu, car je l'ai retiré de l'eau. Donc, il aurait été actif dans le fait d'être retiré de l'eau? Ça veut dire quoi? Comme on dit chez nous, Ir weiß nicht. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas lu les corrigés. Non, si, le Maharal parle de ça. On avait vu ça dans le Gvurot Hashem, mais je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit. C'est le Maharal dans le Gvurot Hashem relève cette anomalie. Qu'est-ce qu'on peut dire, nous? Parce que le verset dans Shemot, une seconde. Vatikra Shemo Moshe, la fille de Pharaon l'a appelé son nom Moshe, Vatomer, elle a dit, Kiminamaïm Shitiu, car de l'eau je l'ai retiré. Elle a appelé Moshe. Ça veut dire celui qui retire. Moi, je trouve que c'est facile, là, les amis, là, un petit jogging familial mental. Allez, c'est facile, c'est facile. Car de l'eau, je l'ai retiré. C'est ça la traduction? Regarde, si vous avez un Pentateuque devant vous, vous allez de Rechef au chapitre bête dans Shemot, verset Yud. Vatikra Shemo Moshe, elle appelait son nom Moshe, Vatomer, elle a dit, la fille de Pharaon, Kimin Amaïm Shitiu, car de l'eau je l'ai retiré. Est-ce que, comme le Nil était divinisé, d'accord? Le Nil était une idole. Le fait de le retirer de la Bodazara, il n'y avait pas quelque chose dans l'esprit de la fille de Pharaon. Je l'ai retiré de l'idole, en quelque sorte. Oui, d'accord, mais ça répond à une autre question. Et oui, ça ne répond pas à la question, c'est certes. Il n'y a pas une Ça, le prénom égyptien, il a été mal traduit. effet miroir. Comment? Il n'y a pas une idée d'effet miroir. En fait, on reproduit ce qu'on nous fait. C'est comme avec les enfants. Si on se comporte d'une certaine manière, souvent les enfants vont reproduire ce qu'on fait avec eux. Donc là, ça peut être positif ou négatif. Là, dans le sens positif. Oui, peut-être. Regardez, moi, je sens simplement que… Il retire lui-même. Regardez, par exemple, il y a quelqu'un, il est dans un labyrinthe, il n'arrive pas à s'en sortir. Et quelqu'un, il l'aide à sortir du labyrinthe. Une fois qu'il est sorti du labyrinthe, il sait comment sortir. Donc, il peut dire à d'autres comment il peut sortir du labyrinthe. Lui, on l'a sorti de l'eau. On l'a sorti de l'eau, il peut aider les autres à sortir de l'eau. Peut-être. Elle a appelé Moshe qui retire de l'eau parce qu'il a été retiré de l'eau. Oui. Ça me paraît simple. Quelqu'un qui a vécu quelque chose, Oui, ça s'entend. Ça s'entend bien.
Lui qui a vécu de sortir de l'eau, il peut sortir de l'eau des autres. Excusez-moi, je vais dire un petit truc matinal. Il est quoi? 9h45. Voilà, quand même, ça fait déjà un peu plus que matinal, là, quand même. Il y a un de mes maîtres, il dit, il y a des gens, ils ont des problèmes de couple, ils vont voir des conseillers conjugaux qui eux-mêmes ont eu des expériences pas heureuses de couple. Alors, ça paraît bizarre quand même. Oui, alors moi j'ai une réponse par rapport. Attends une seconde, c'est pas terminé ma petite ritournelle. Délectons-nous. On va pas, tu as un problème, tu as des gens qui n'ont pas résolu leur problème. Alors, tu leur demandes conseil. Tu vas demander conseil, quelqu'un qui a réussi à sortir de ce problème. Il peut te dire, voilà, moi j'étais dans le même problème et je suis sorti de ce problème de certaine manière et ça a été positif et que ça a été réussi. Alors tu peux l'écouter. Alors pareil, Moshe, il est sorti de l'eau. Quelqu'un, il est dans l'eau, il se noie. Et lui, il a été sorti de l'eau, il peut sortir les autres de l'eau. Au sens simple, moi, je dirais comme ça. Bon, je vous le suggère, ça va pas. On continue. Ou alors on pourrait dire qu'il se retire lui-même pour faire la place pour quelque chose d'autre qui est au-dessus de lui. Oui, mais le mot Moshe, c'est retirer. Tu vois? Oui. Il retire. Il retire qui, lui, peut-être? Peut-être. Oui, peut-être. Il retire. Bon. Alors, il s'est retiré sur le mont Sinaï. Il s'est retiré sur le mont Sinaï. Ah bon? Bon. Mais il ne s'est pas retiré, il retire. Bon, ok. Regardez, on ne va pas en faire un. Mais c'est la fille de Pharaon qui l'appelle comme ça. Donc, donc, il y a un côté prophétique dans la fille de Pharaon. Ah oui, c'est sûr. Oui. Mais Moshe était très modeste aussi, il se mettait toujours en retrait. Il se retirait. Oui, mais retirer les autres, on dirait Moshe. Bon, ok. Comment il t'appelait d'ailleurs? C'était comment son vrai prénom d'ailleurs? Alors, on dit que c'est Touvia. Touvia. Voilà. Ok. Souhaitons. On continue. Donc, tout ça parce que Moshe, regardez, parce que nous, on était dans Abraham, etc. pendant des semaines. Là, maintenant, on change de registre, on est avec Moshe. Vaishlaotam Moshe, mi midbar paran. Midbar paran. Donc, le préfixe même qui définit l'origine. Donc, il les envoya depuis le désert de Paran. D'accord, c'est midbar. Midbar. Désert. Midbar. Le désert. Midbar, c'est un drôle de mot quand même, Midbar, n'est-ce pas? Hein, c'est un drôle de mot, Midbar. Au sens simple, je sais pas du tout pourquoi le mot Midbar veut dire désert. Au sens figuré, on va pouvoir faire des développements là-dessus, que tu as le mot dibour, la parole, dans le mot midbar. Alors c'est sûr que la parole de Dieu s'est révélée dans le désert. Donc là, si vous voulez, ça c'est éloquent, c'est bien clair. C'est bien clair que on voit le mot davar, dibour, dans le désert. Mais si quelqu'un parle arabe, ça m'intéresserait de savoir comment on dit en arabe le désert. On dit Sahara, comme Sahara. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est un autre sens. Il y a probablement plusieurs mots, hein, parce que le désert, ça fait partie de la culture arabe, donc il doit y avoir plusieurs mots. Oui. Ça chercher s'il y en a un qui est proche de... Hein, ce serait intéressant de savoir. Ce serait intéressant. Voilà.
Ok. Bon, alors il est clair, si vous voulez, qu'un sens, disons, différencié se plairont à dire qu'il faut être un désert pour entendre une parole. Mais disons, je ne vais pas, là ça va, oh, j'arrête le massacre. Ok, donc du désert, Midbar, c'est le désert. Mi-Midbar, comme a dit Antoine, le même, c'est l'origine du désert. Paran, c'est le nom. Voilà, du désert de Paran, Alpi Hachem. Antoine. Monsieur Antoine. Hello. Où est-il, notre ami Antoine? Il ne bouge plus. Ah. Ouais. Vous m'entendez? Oui, Antoine, c'est bon? Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Oui. On m'entend? Oui, c'est bon. Alors, Alpi Hachem. Donc, pardon. Donc, Alpi, Pi, c'est la bouche. Oui. Pi, ça va être la bouche. Alpi, alors, je ne sais pas si c'est vers ou depuis la bouche, peut-être. Non, sur la bouche, c'est-à-dire qu'il les sur la a bouche. Alpi Hachem, désigné par Dieu. C'est Dieu qui va désigner ses envoyés qui vont parcourir la terre d'Israël. Dieu va les désigner. Kulam. Donc, tous. Oui. Anashim, donc tous les hommes. Kulam Anashim, sont tous des hommes. Anashim, des hommes. Alors, Rachet. Là, je ne saurais pas. J'imagine que c'est pas rachat. Non, non, tu sais. Alors, je sais. Rachet, peut-être il y a une idée avec Rishon. Non, Roche. Oui, mais plus simple. Roche. Ah oui, Roche. Ah oui, c'est les chefs. Alors, Traduit. Alors, le mot, la base du mot. Donc, les hommes de tête. Rocher, des têtes. Ouais. Roche, Béné, la tête. Roshim, c'est des têtes. Rocher, Béné Israël. Les têtes, les chefs des enfants d'Israël. Oui. Et Emma. Emma. Emma, ça veut dire ils sont. Ils sont. D'accord. Donc, c'était des responsables, des personnes importantes, des têtes, des gens importants dans le peuple d'Israël. Petite parenthèse, voilà. Donc, ce sont des chefs des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que ils vont avoir une mission, comme on avait dit la semaine dernière, une mission qui est liée au changement de la situation du peuple d'Israël, où ils vont faire un peu comme dans les lois du monde. Quand on va faire une guerre, on va faire une stratégie, par quel endroit on rentre, quel est le moral des ennemis, voir un peu dans quelle situation ça se passe, savoir par où on va pouvoir rentrer, pouvoir attaquer. Donc, derrière Olam, de manière naturelle un peu. Et pour ça, il faut des stratèges et des gens qui sont respectés dans le peuple d'Israël pour que leurs paroles soient entendues et soient respectées. C'est des gens qui s'y connaissent, qui vont être désignés par Dieu pour leur connaissance par rapport à cette mission. Voilà. Donc, ce sont Rocher Ben Israël, des chefs, des gens Anashim, des gens importants. On voit aussi que dans le peuple d'Israël, vous voyez par exemple, quand on offre des corbanotes dans le livre de Vaïkra, si quelqu'un offre un korban Ola,
il y a plusieurs manières d'offrir des corbanotes. Par exemple, tu veux faire une offrande, tu peux offrir un taureau, un bélier ou un agneau. Alors, les commentateurs expliquent qu'est-ce qui va définir. Est-ce que c'est simplement l'argent? C'est aussi que dans le peuple d'Israël, tu as plusieurs types de personnalités. Le peuple d'Israël, c'est un peuple. Dieu a voulu donner la Torah à un peuple. Il n'a pas donné qu'à une élite, il a donné à un peuple. Et dans un peuple, il y a différents types de personnes. Tu as des gens, c'est des taureaux. Ça veut dire le taureau, il a des cornes, là, il va devant le troupeau, paf. Ouais, tu as le taureau, c'est les grandes personnalités dirigeants nationaux. Ça représente. Alors, quelqu'un qui est cette place, quand il offre un korban en remerciement à Dieu, il offre un taureau. T'en as, c'est les béliers. C'est quoi les béliers? T'en as, t'as une communauté. Une communauté, tu as tout le temps quelqu'un ou deux qui veut devenir président de la communauté. Comment ça se fait? On leur a rien demandé. Il dit voilà, il y a une communauté, il va dire voilà, je vais être président de la communauté. Pourquoi? Et quelle mouche les pique, entre parenthèses. Alors ça, c'est les béliers. Ce n'est pas dimension nationale, mais dimension locale. Il y a un troupeau, ils sont à la tête du troupeau. C'est comme ça, ils sont. Des fois, c'est de naissance. Ils sont des béliers. Ce n'est pas des taureaux. Et il y en a, c'est les moutons, les agneaux. Ça veut dire, ils sont à l'intérieur du peuple. C'est eux c'est le peuple en vérité lui-même. Et d'ailleurs, dans les corbanotes, souvent, les corbanotes des fêtes, c'est 1 ou 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux. Ça représente le peuple d'Israël qui est multiple. Il y en a qui ont des dimensions nationales. Ça existe dans le peuple d'Israël. Tu as des gens, ils ont des dimensions nationales. Et il y en a c'est ils prennent des initiatives. Et les autres, ils suivent. Et il y en a, ils suivent. Tout ça, voilà, ça c'est l'ensemble du peuple d'Israël. Et là, c'est des rochers, c'est des têtes du peuple, c'est des gens, des personnalités du peuple d'Israël. Des fois, c'est naturel. Il y en a, il y a notre bon Jean-Paul Sartre. Personne ne connaît Jean-Paul Sartre. Non, laissez tomber. Je sais pas. C'est un tzaddik de quel siècle? Là, il a écrit une nouvelle, ça s'appelle L'enfance d'un chef. Mais le titre est intéressant. Il y en a déjà, dès l'enfance, c'est des chefs, c'est des béliers, vous voyez. Alors là aussi, c'est des chefs du peuple d'Israël. Parce que vous allez me dire, je ne comprends pas là. Je ne comprends pas. Comment ça se fait? Ils sortent juste de l'esclavage, machin. Il y en a, c'est des chefs. Qu'est-ce que c'est des chefs? Il y en a, c'est leur caractère comme ça. Et ça, c'est des chefs du peuple d'Israël. Mais ça, c'est intéressant. Vous avez une communauté, tu as toujours un, il va être président de la communauté. Pourquoi? Moi, j'ai un ami, maintenant, qui est décédé, qui a habité à la fin de sa vie à Natania, d'ailleurs. C'était mon meilleur ami, monsieur Attali, qui était le président de la communauté. Je veux savoir, c'était le président de la communauté de la rue Pelfort. Il allait quelque part, il fallait qu'il organise, qu'il fasse quelque chose. C'est impressionnant. Les gens, c'est comme ça. Voilà. Ok, donc là, c'est des chefs de Israël. Quand vous dites que les gens qui veulent être présidents, on ne leur a rien demandé, ça veut dire qu'ici aussi, c'est des chefs qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas appelés par le peuple, ce n'est pas la base qui les appelle. Moi, j'ai toujours pensé que c'était eux qu'on envoyait parce qu'ils étaient reconnus par leur tribu. C'était l'autorité qui était à la tête, quoi. On n'a pas consulté la base. Me semble-t-il, il y a la connexion. Il y a la connexion de Moshe. Moshe, c'est l'antithèse de ce que je raconte. Moshe ne voulait prendre aucune responsabilité.
Il voulait qu'on l'oublie. Il dit tout le temps, oublie-moi, qu'est-ce que tu me veux moi, j'ai rien du tout. Bon, Moshe, ça c'est l'antithèse de ce que je raconte. Mais mais il y a la connexion. C'est-à-dire, il y en a qui. Vous voyez, par exemple, là, il y a quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on peut plaindre. Par exemple, je pense. Macron, je le plains. Je le plains. Le pauvre chou, je veux dire, il en a des tsarotes quand même. C'est pour un seul homme. Mais personne ne lui a rien demandé. C'est lui, il s'est mis en avant. Il y a des gens, c'est comme ça. Après, le peuple, il peut suivre. La dernière fois, vous aviez dit qu'ils avaient tiré au sort des noms qui avaient été donnés par qui finalement alors? Moi, je pensais que c'était la tribu qui avait désigné oui. personne. Ça, c'est ceux du Sanhédrin. Ça, c'est le Sanhédrin là-bas. On avait parlé du Sanhédrin. Mais là, on parle des roshim, des chefs, des notables du peuple d'Israël. Tu vois, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, moi. Mon père, personne ne l'a jamais appelé Monsieur Zizek. Tout le monde l'a toujours appelé Monsieur le docteur Zizek. Je pense que quand il avait 8 ans, il était déjà le docteur Zizek. Là, je pense tout le temps, toute sa vie, toujours, personne ne l'a appelé Monsieur Zizek. Ils l'ont toujours. Il allait, je ne sais pas, chez un fleuriste, il disait, Monsieur le docteur, qu'est-ce que vous voulez comme fleur? C'est comme ça. Il y en a, ça fait partie de leur nature. Mais j'ai vu ça de Rav Shimshon Raphaël Hirsch au sujet des corbanotes. Que les corbanotes, il y a des taureaux, des béliers et des agneaux. Parce que c'est 3 structures dans le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël, il est comme ça. Et les tourterelles? Comment? Les tourterelles. Les tourterelles, c'est des corbanotes individuels, mais pas des corbanotes cibourg, qui représentent la communauté. La communauté, tu as des personnalités nationales. Je ne sais pas, tu as Rav Ovadia Yosef, personnalité nationale. Tu as Rav Eliashib, personnalité nationale. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu as Bibi Netanyahou, il a une dimension nationale. Je pense à 5 ans, il avait une dimension nationale. International aussi. Oui, mais tu as des gens, ils ont des personnalités comme ça, c'est comme ça. Et il y en a qui prennent des initiatives, ça c'est autre chose, ça c'est les béliers. Et tu as le gros du peuple. Le gros du peuple qui est au même niveau. C'est parce que tu n'as pas de chef sans peuple. Alors, qu'est-ce qui est plus important, le chef ou le peuple? Alors, mais alors, c'est vrai qu'il y en a, par exemple, comme Moshe, qui n'a rien demandé, et Dieu il va le chercher, il dit, laisse-moi tomber. Je veux rien. Bon, ça c'est particulier, ça c'est Moshe. Ok. En tout cas, ici, on voit c'est des chefs. Ok. On va continuer. Verset d'Alet. Guimor Youssef, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, voilà. Vele Shemotam, Lemate, Reuven, Shamoua, Ben Zakour. Ben Zakour. Alors. Ben Zakour. Donc, voici leur nom. Tu peux ajouter le mot Ve'ele. Et ceci, voici, oui. Et voici. Oui. Et voici leur nom, Shemotam. Alors, Shemotam, j'analyse. Hein. Shem, c'est le nom. Oui. Shemot, c'est le pluriel. Avec le suffixe kamatz, même sophite, c'est le personnel, leur nom. Hein, voilà, leur nom. Voilà, oui. Maté, on avait vu que c'est la tribu ou le bâton, là, les Maté. De la tribu de Reuven, Shamoua ben Zahar. Alors celui-là, il s'appelle Shamoua, fils de Zahar. Zakour. Shamoua ben Zahar.
Voilà, continue, verset Shem, c'est un nom féminin? Comment, que dis-tu? Shem, c'est un nom féminin? Tu vois. Ah oui, parce que Shemot, c'est féminin. Est-ce que Shem, c'est féminin? Il me semble que c'est une exception. C'est une exception. Parce qu'on dit C'est Zachar, mais ça prend un autre. une bonne réputation, ça se dit Shem Tov. Un bon nom, ça a l'air d'être masculin, et là, le féminin, le pluriel est féminin, donc ta remarque est tout à fait intéressante. Hein. Le dico confirme c'est masculin. C'est masculin et le pluriel est féminin, donc on a déjà vu ça. Hein. Les matés Shimon. Shaphat ben Uri, donc de la tribu de Shimon, son nom c'est Uri. Les matés Yehuda, Kalev ben Yefune. Donc fils de Yefune, de Caleb. Je continue, enfin il va donner tous les noms. Oui. Alors Caleb ben Yefune, entre parenthèses, c'était le mari de Myriam, la sœur de Moshe. Hein. Ah, ok. Juste, c'était quoi la différence avec Vélé et c'était Iné aussi, qui veut dire voici? Ou c'est pareil ou... Je sais pas. Continue. Alors, les matés Yessachar. C'est ça. Le deuxième signe ne se prononce pas. On dit Issachar, effectivement. Oui. Issachar. Igal ben Yosef. Igal ben Yosef. Les matés Ephraïm. Hoshea. Ben Nun. Ah, Yeshua Ben. On ne dit pas Yeshua Ben Nun? Non, non. C'est Hoshea Ben Nun. Ah. Hoshea, tu vas voir, suspense. Suspense, torride. Hoshea Ben Nun, oui. Les matés Benyamin, Palti Ben Rapou, Oui. ou Rafou, je ne sais pas. Non, il n'y a pas le dagesh. Rafou. Les matés Zebulon. Zebulun. Gadiel ben Sodi. Les matés Yosef. Les matés Yosef, les Ménaché, Gadi ben Soussi. Ah oui, parce que pour Yosef, il y aura deux. Oui, peut-être. C'est ça, très bien. Les matés Dan, Imiel ben Gemali. Les matés Asher, Setour ben Michael. Les matés Naphtali, Nachvi ben Vovsi. Le kamatz Sheva, ici, se dit Vovsi. Les matés Gad, Geuel ben Machi. Et les Shemot, Anashim, Asher, Shalach, Moshe, la tour, être, Aretz, Vaikra, Moshe, Léoshea, Binun, Yehoshua. Yekra, Moshe, Léoshea, Binun. Je n'ai pas compris l'histoire de Yosef, là. Oui, alors, j'ai l'impression... alors, on voit au verset 7, le maté Ephraim, Hoshea ben Nun. Oui. Et, alors,
puisqu'on sait que la tribu de Yosef a été scindée en deux tribus, Ephraim et Menaché. Donc, le verset Chet, le maté Ephraim, Oshéa ben Nun. Donc, Oshéa, qui va être appelé Yehoshua, Oshéa, qui va être appelé Yehoshua, il est donc, donc il est en tant que lui-même. Et au verset Yudalef, les maté Yosef, les maté Menaché, Gadian ben Soussi. Alors, je crois que c'est ça ta remarque, Damien? Ouais, c'est ça. Pourquoi pour Ménaché et pas pour Pourquoi Ephraim? pour Menaché, on dit le maté Yosef, et pour Ephraïm, on ne dit pas les maté Yosef. Ouais. N'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que vous sentez la question? Ah! Ouais. Là, les Caillounes à la campagne, là-bas, vous sentez la question? Moi, je veux bien que tu la redisses parce que je n'ai pas tout suivi. Ouais, je sentais la petite. J'aime pas les arbres généalogiques. Petite baisse de pression mentale, là. Hein? Non, alors, regardez, chaque tribu, donc, a un délégué. Et donc, Yosef, Jacob a eu 12 fils. Et son fils Yosef, il a donné à Yosef 2 tribus. Ces 2 fils sont devenus chacun une tribu, Ephraïm et Menaché. Alors, on voit le verset Chet, qu'il y a un délégué pour la tribu d'Ephraïm, c'est Oshéa ben Nun qui va être après Josué, n'est-ce pas, Yoshua. Et tout d'un coup, le verset Yudalev, pour la tribu de Yosef, le maté Menaché, Gadia ben Soussi. Alors on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait la tribu de Yosef? Puisque maintenant, Menaché est autonome par rapport à Ephraim, Ephraim est autonome par rapport à Menaché. Tout d'un coup, on le relie à Joseph. Là, il y a un gros problème. Et il y a autre chose que je ne comprends pas. C'est que si Yosef il est séparé en 2, il devrait être 13. Oui. Et il y en a 12. Alors, c'est vrai, mais il y a lorsqu'on compte Lévi, il n'y a pas Lévi. Tribus, Il ne faut pas compter Lévi. Quand on compte Lévi, Yosef, Ephraim et Menaché sont ensemble. Mais en général, Lévi n'est pas compté avec les autres. Lévi a une autre fonction dans le peuple d'Israël que la dimension. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de délégué de la tribu de Lévi parmi eux. Parce que les Lévis n'ont pas de part dans la terre. Quand la terre a été conquise, la terre est partagée en tribus. Or, la tribu de Lévi, sa fonction, c'est travailler au tabernacle, au temple, et d'être les maîtres dans le peuple d'Israël. C'est la tribu dont la fonction est d'être les maîtres. Yoru mishpatecha le Yaakov, ils enseigneront les lois à Jacob. Donc, ils n'ont pas de part et ils n'ont pas le droit d'ailleurs d'avoir de part dans la terre d'Israël. Et comme ils n'ont pas de part agricole, le peuple d'Israël doit donner la dîme, le maaser aux Lévis pour que les Lévis aient de quoi vivre. Voilà. Donc, les Lévis ont une fonction très particulière. Donc, ils ne sont pas dans la conquête de la terre. Ce n'est pas leur fonction. Si vous voulez, voilà, c'est ça, grosso modo. Alors maintenant, donc, lorsque Lévi n'est pas compté, Ephraim et Menaché sont 2 tribus autonomes. Et là, Ephraim, il est autonome. Et tant que, par contre, Menaché, on le relie à Joseph. Why? Pourquoi?
Pourquoi? Allez. Parce que Yosef, c'était pour soutenir Ménaché qui avait été privé de sa place de supériorité. Alors, on l'associe à Ménaché, qu'il est en soutien de Ménaché qui a été mis au second plan. Alors, il y a une idée, c'est une idée intéressante. Alors, le Natsiv que je vous ai cité, vendredi, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, a une démarche extrêmement intéressante et très, très, très serrée dans le texte. Que dans les contes, on peut voir, parce qu'on est dans le livre, et on va commencer, donc Shabbat, le livre de Bamidbar. On l'appelle le livre des nombres. Entre parenthèses, j'ai un ami qui a fait un texte qu'on vient de mettre sur le site. Enfin, on doit mettre sur le site, sur Parashat Bamidbar, très beau. Pourquoi on appelle le livre des nombres? Parce qu'il y a deux recensements dans le livre de Bamidbar. Un dans Parashat Bamidbar, un dans Parashat Pinchas. Et il y a un changement qualitatif très important entre le début du livre de Bamidbar et la fin. Comme je vous l'avais dit vendredi, au nom justement du Natsiv, que lorsqu'au début, dans le conte de Bamidbar, Éphraïm est avant Menaché. Mais dans Pinchas, c'est Menaché et avant Éphraïm. Pourquoi? Parce que Éphraïm, il y a dans les deux frères, il y en a un qui est plus dans l'étude et l'autre est plus dans le concret de la vie. Éphraïm est plus dans l'étude. C'était l'élève Éphraïm, l'élève de prédilection de Yosef et aussi de Yaakov. C'était un disciple de son grand-père Jacob. Et Menaché est plus dans la vie concrète. Et dans la prise de la part en terre d'Israël, c'est sûr, ça va être l'entrée dans la terre d'Israël, ça va être par Éphraïm, mais Menaché est plus dans la dimension de l'ordre de la nature et il a une prépondérance par rapport à Éphraïm. Bien que là, Éphraïm soit avant Menaché. On pourrait dire, si vous voulez, on dit qu'il y a deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Yehuda. Voilà, ben Yosef, de Yehuda, de ben David. Yehuda, très bien. Alors, Yosef, on dit, c'est les Juifs qui apportent la connaissance de Dieu chez les Goïm. J'aurais tendance à dire que c'est un peu les Juifs assimilés, c'est Mashiach ben Yosef, au risque de marcher sur des coquilles d'œufs. Quelque part, ils apportent la parole prophétique chez les Goïm. Mais le Yosef, il n'est pas dans le ghetto, si vous voulez. Il est plus dans la matérialité, la construction du monde. Si on pouvait dire, ça ne va pas vous plaire, Mark Zuckerberg, c'est le Mashiach ben Yosef. Je sens que... Il a appelé à sadique quand même pourtant. La stupeur se lit sur le visage. Si vous voulez, c'est quand même un petit juif qui bouleverse quand même toute la face du monde. Il ne se revendique pas comme juif du tout, mais quand même, il pourrait s'appeler Christian Martin. Je veux dire, pourquoi il s'appelle Mark Zuckerberg? Donc ça veut dire, quelque part, il apporte un regard nouveau, un renouvellement chez les nations, mais chez les nations, donc c'est dans la construction du monde, c'est pas dans la construction spirituelle. Mais Yosef, c'est quand même au nom du peuple juif. Yosef, il garde le lien avec le peuple juif. C'est vrai. Non, c'est pour ça que ce que je dis, c'est limite. Hein.
Après, ils vont dire, voilà, il a dit que Zuckerberg, c'est ma chère Ben Youssef. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé ce matin. Mais c'est une image, hein. C'est une image, mais je pense qu'elle n'est pas complètement fausse. Hein. Mais je pense même qu'elle nous aide à comprendre la dimension de Menaché et la dimension de Yosef, même si elle n'est pas complètement juste. Mais il est, si vous voulez, il n'a pas Mark Zuckerberg jusqu'à maintenant. Peut-être il le fera. Il n'a encore pas écrit des commentaires sur le Talmud, ni des commentaires sur le Shulchan Aruch. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dans la construction spécifique, spirituelle, juive de la relation à Dieu. Il est dans la construction du monde. Certains diront dans la destruction du monde. Mais il est dans la construction du monde. Ça, c'est plutôt Menaché. Et c'est ça Yosef en vérité, fondamentalement. Donc quand le texte dit ici Menaché de la tribu de Yosef, tribu de Menaché, en vérité, Menaché, qui est la construction du monde, est vraiment l'essence de Yosef. C'est l'essence même de Yosef. C'est l'idée de Yosef, c'est Menaché. D'ailleurs, la confrontation entre Yehuda et Yosef, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à avoir un langage commun. Ils sont en face, ils n'arrivent pas à dire, à s'embrasser sur les deux joues. Jacob et Esav, ils arrivent à s'embrasser quelque part. Mais Yehuda et Yosef, ils n'arrivent pas. Ça ne va pas. Ils n'arrivent pas. Alors, les prophètes, Yecheskel dit, à un moment, ils arriveront. Mais pour le moment, ils n'arrivent pas. Alors, ça, c'est. Donc, ça m'évoque. Donc, vous voyez ici, on voit vraiment la vertu cardinale de traduire mot à mot. Ces versets, je les ai vus X fois. Mais c'est avec vous que, grâce aussi à la remarque de Damien, on voit que Yosef et Menaché sont mis en exergue et pas chez Éphraïm. Il ressort, et ça, je l'ai vu dans le Nativ, que Menaché, c'est vraiment l'essence de Yosef, du projet de Yosef. Ok, très bon. Alors maintenant, verset Tetzaïn, donc Guy, peux-tu nous traduire? Tetzaïn, c'est-à-dire. Tu l'as lu, hein? Tu as lu le verset. Tetzaïn, c'est. Et les Shemot Anashim. Excuse-moi, Ménaché, c'est l'essence de Yosef dans sa dimension matérielle alors ou spirituelle? Je n'ai pas compris ta remarque. Matérielle. Tu vois, je ne sais pas moi, je sais que ce que je veux dire, ça frise l'horreur. Mais Yosef, c'est Dominique Strauss-Kahn. Non, mais sans blague. Parce que tu m'as envoyé un texte dans le Monde. Oui. Oui. D'analyse économique de l'impact du coronavirus. Ah ouais, monstrueux. Ouais. Or, ce texte-là est fondé sur une analyse de Dominique Strauss-Kahn. Ah, c'est fort possible, mais. Oui, c'est pas fort possible, c'est sûr. Non, mais c'est. Dans le lien du texte que tu m'as envoyé. Or. Non, excuse-moi. C'est théorie keynésienne. Il y a des richonymes dans la théorie économique. C'est une théorie de l'offre et de la demande. C'est une théorie keynésienne, ça s'appelle. Oui. Ouais, c'est bien antérieur à Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, c'est un keynésien. Ouais. C'est un keynésien. C'est une approche, une analyse keynésienne de l'économie. C'est encore un courant de pensée économique. Voilà. Mais dans le lien que tu m'as envoyé, il envoie un autre lien d'une analyse d'aujourd'hui de Strauss-Kahn. Qui est vraiment percutante. Ah oui. Donc ça veut dire, malgré tous les crachats qu'il a reçus sur la figure, c'est quand même un grand penseur économique. Ah oui, il est très balèze. Hein, il est très balèze. Mais là aussi, si tu veux, c'est toute proportion gardée. Beaucoup de très grands économistes, c'est des juifs. C'est Yosef. Ils ne sont pas à la yeshiva, tu vois. Non. Ils ne sont pas à la yeshiva.
mais ils sont dans le monde. Ils se préoccupent du monde. Ça, c'est Yosef. Yosef c'était l'économiste. C'était un économiste, Yosef. Mais il a appelé Yosef Hatzadik. Quoi? Il a appelé Yosef Hatzadik. Ça veut dire qu'il a des trucs. Avec leur truc. Non, mais il a les deux dimensions. Pourquoi Nassif dit que c'est uniquement celle-là son essence? Mais tu as tout à fait raison. Vous avez raison. Mais il faut aussi comprendre pourquoi tu as des juifs qui s'engouffrent dans la construction du monde. Pourquoi celui qui a conçu, un de ceux qui ont conçu les premiers ordinateurs, c'était un mathématicien juif, John von Neumann. Ça veut dire, j'ai un livre là que j'aime beaucoup. Bon, j'ai un fourbi, un truc, une seconde. Oui, j'ai un livre là sur John von Neumann. Vous avez déjà entendu parler de John von Neumann, non? Monsieur Dame? Non? Non, ça vous a... Ça... Bon. John von Neumann, c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle la théorie des jeux, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Comment? Théorie des quoi? Des jeux. Des jeux. Théorie des jeux, ça s'appelle. Bon. Et bon, ça m'a intéressé un temps. J'ai cherché une biographie de John von Neumann. Alors, le non-juif qui a écrit ce livre et qui expose cette théorie, etc., il dit que John von Neumann, qui est né à Budapest, d'une famille juive à Budapest, est, comment dire, un des plus grands mathématiciens, un des plus grands économistes du XXe siècle. Et il dit que lui a une pérennité extrêmement grande. Son œuvre a bouleversé la planète. Il dit il a eu plus d'aura que ses ancêtres qui étaient des talmudistes. Non, ça veut dire, même le goy qui écrit la biographie de John von Neumann, ils se sont obligés de dire que les aïeux directs de John von Neumann étaient des talmudistes. Vous savez, la manière de penser à l'ouest de ce monsieur qui a révolutionné la planète, c'est le premier qui a conçu les ordinateurs. Eh bien, mais pourquoi il s'est investi? Il aurait pu s'investir. Ça, c'est un pan du peuple juif important, si vous voulez. Quel est le lien entre ceux qui étudient le Talmud dans un kollel et les juifs qui sont dans la construction du monde et qui bouleversent le monde? Eh bien, ça, il y a une pensée dans la Torah là-dessus. Alors, il y a une pensée. C'est quoi? C'est Yosef. Tu vois, c'est Yosef. C'est Yosef. Et d'ailleurs, la rentrée dans la terre d'Israël va être par des enfants de Yosef. C'est Josué. C'est Yoshua. Parce que la rentrée dans la matérialité du monde, c'est pas les enfants de Léa. C'est pas les enfants de Léa. Et on a du même, on vient de le dire même dans quelques minutes. Lévi, qui est enfant de Léa par excellence, il n'a même pas de part dans la terre. Il n'a pas de part dans la terre. Mais ceux qui vont rentrer dans la terre, c'est Éphraïm par Josué. Et là, on voit le maté Yosef, le maté Menaché. Dans l'entrée de la terre, dans le compte de la génération qui va rentrer dans la terre, Menaché sera avant Éphraïm, dans le compte de Parashat Pinchas, relève le Natsiv. OK? Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, tous les gens que j'ai cités sont des gens qui ne se relèvent pas du judaïsme. Ça, c'est vrai. Tandis que Joseph, lui, il a dit tout de suite, c'est Hachem qui explique les rêves et tout ça, machin. Bon, je suis d'accord avec vous complètement. On ne voit pas la dimension de tzaddik. Maintenant, il est possible que si on creuse, on verra. On creuse, on verra.
si je peux me permettre, il faut s'ouvrir un peu les horizons. Par exemple, c'est intéressant. Donc, moi, j'ai mon grand-père qui est quand même uniquement dans la physique, je veux dire, voilà, c'est vraiment sa passion de toute sa vie, etc. Et pour qui tout ce qui est religieux, il n'y connaît rien. Et vraiment, pour lui, c'est de la rigolade. Mais je lui dis, mais c'est important pour toi d'être juif? Il dit, oui, c'est important. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais ça compte. Voilà, ok, regardez, j'ouvre il faut ouvrir un peu les écoutilles pour un peu écouter ce que la Torah nous dit. On dit bien Yosef Hatzadik. Oui, oui, alors là, il y a le front du refus. Vous avez raison, mais Yosef, c'est un prix Nobel d'économie. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Ce n'est pas un Rosh Yeshiva. Yehuda, peut-être, c'est un Rosh Yeshiva. Yehuda, c'est un Rosh Yeshiva, puisqu'on dit que Jacob l'a envoyé en avant pour créer un lieu d'étude à Goshen. Yehuda, c'est un Rosh Yeshiva. Mais Yosef, il est au MIT à Boston. Yosef, où est-ce qu'il est, Yosef? Il est au MIT à Boston. Il n'est pas à Bnei Brak. Voilà. Yosef, il a Ephraïm aussi. D'accord. Qui peut être en concurrence avec. D'accord, ok, d'accord. C'est bon? Alors regardez, on a. Voilà, donc, Elé Shemot. Alors regardez, on s'arrête là-dessus. Bezrat Hashem, on continue demain. Alors vous voyez, c'est quand même intéressant parce que les problématiques que ça nous ouvre sont complètement différents de ce qu'on voyait dans Parashat L'Erlecha. C'est tout à fait d'autres sphères. Ok, allez, bonne journée les amis. Merci beaucoup, Rav. Merci, Rav. Bonne journée tout le monde.